Voici donc le titre de ma conférence. Je l'ai changé par rapport à l'annonce parce que je réfléchis à mes habitudes. J'ai une bonne habitude du public de pédagogue. J'ai même été professeur à l'IUFM de Grenoble. Et je me suis rendu compte que j'apportais plus en sélectionnant de bons extraits de psychologie sociale dans lesquels les pédagogues trouvent leurs préoccupations, plutôt que de m'attacher à essayer de les aider à résoudre leurs préoccupations. C'est dans cet esprit donc que j'ai pensé cette conférence. Je vais parler beaucoup de liberté pendant tout le temps qui m'est imparti. Mais pour qu'on soit clair, je souhaiterais vous dire qu'il y a au moins deux variétés de liberté dont je ne parlerai pas. Et j'en parlerai d'une troisième variété de liberté qui est précisément la liberté qu'on néglige. Alors, je ne parlerai pas de la liberté politique, dont le contraire est l'oppression, et qu'on appelle quelquefois les libertés démocratiques. Je ne parlerai pas de la liberté humaine, en dépit de mes souvenirs de Sartre, dont le contraire est la détermination. Je parlerai donc de liberté sociale. Le contraire, c'est la soumission. Et je la définis comme le niveau de décision qui est le nôtre dans nos activités sociales et notre confrontation au pouvoir social, notamment dans les organisations dans lesquelles nous apprenons ou nous produisons. Je ferai un très bref, saut dans mon propre passé de chercheur, en évoquant ce qui fut réellement mon choc durant les années 70. Et ce choc, il a orienté la suite de mes recherches, puisque j'avais commencé par la psycholinguistique. Et je travaillais en tant qu'enseignant de psychologie sociale, je devais préparer des cours. Et c'est à l'occasion de la préparation d'un cours dans les années 70 que j'ai éprouvé un véritable choc devant l'effet d'obéissance observé par mes collègues psychologues sociaux dans les années 60 et même 50. J'ai découvert Milgram dans les années 70. Je ne vous parlerai pas de Milgram, je suis sûr que la plupart d'entre vous en savent suffisamment. Mais j'ai aussi, dans la même préparation, découvert une expérience qui me semble encore plus troublante que les expériences de Milgram. C'est celle de David Glass, qu'il a publiée en 1964. Pourquoi elle est plus troublante ? Bon, il s'agit encore d'une expérience de choc électrique. Les sujets devaient envoyer des chocs électriques de 100 volts, 24 chocs électriques de 100 volts, à un père qui vient de trouver sympathique et qui fait des fautes dans un apprentissage. Mais il faut savoir que ces sujets avaient passé quelques semaines avant, un mois peut-être, à peu près, un questionnaire d'attitude dans lequel ils s'étaient tous déclarés hostiles, voire très hostiles, à la douleur humaine utilisée à des fins scientifiques et expérimentales. Donc c'était réellement, pour eux, une pratique immorale. Et la deuxième chose pour laquelle Glass est plus troublant, c'est que contrairement à Milgram, qui met les sujets dans une situation d'autorité dure, Glass pratique chez 50% de ses sujets ce que désormais j'appellerais ce soir une déclaration de liberté. Il dit au sujet qu'il va leur rappeler quelque chose de très important. C'est lui qui dit quelque chose de très important. À savoir qu'ils sont libres de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Ils savent ce qu'ils vont faire. Hein. Bon, le résultat, c'est 2 sujets sur 70 qui s'en vont.
Et donc, 1000 grammes, glace, et je découvrais aussi à cette époque-là les situations expérimentales dites de soumission forcée, politiquement correcte, soumission induite, impliquant principalement des élèves, des étudiants et d'autres adultes. Dans ces situations de soumission forcée, l'expérimentateur prescrit au sujet expérimental un comportement problématique. Pourquoi il est problématique? Parce qu'il va à l'encontre de ses attitudes, il va à l'encontre de ses motivations. Et il étudie les conséquences cognitives et comportementales de l'obéissance à cette prescription problématique. Mon choc vient du fait de voir que dans ces situations-là, comme chez Glass, une immense majorité de sujets acceptaient. Pour mettre un peu d'ordre, je voudrais rappeler les deux principaux types de prescription qui se pratiquent dans l'exercice du pouvoir, que ce soit le pouvoir des parents, des maîtres, des chefs. D'abord des interdits, ne fais pas ça, ne donne pas des gifles à ta petite sœur, voyons. Des obligations, tu vas quand même finir tes épinards. Donc, ce que les Américains qui ont un beau langage disent les don't et les do. Et la plupart du temps, les prescriptions de l'exercice du pouvoir sont problématiques, car on se demanderait bien pourquoi il faudrait du pouvoir pour que les gens fassent ou ne fassent pas. C'est avec cette grille de lecture d'interdits et obligations qu'on a étudié l'apprentissage de l'obéissance en famille. Je me réfère là à des recherches récentes, mais si je m'y réfère, récentes, un peu anciennes, elles datent des années 70 et 80. Si je m'y réfère, c'est parce qu'on les a retrouvées, on a refait des recherches semblables à Grenoble avec Nicole Dubois, Jacques Pie, Alain Soma, et on avait retrouvé des résultats tout à fait comparables à ceux que je vais évoquer et que j'emprunte aux synthèses de Martin Hoffmann. Les chercheurs qui s'étaient intéressés aux interactions parents-enfants avaient constaté que 2/3 d'entre elles, 2/3, étaient ce que Hoffmann appelle des événements disciplinaires. L'événement disciplinaire, c'est l'exercice du pouvoir, que ce soit des interdits ou que ce soit des obligations. C'est beaucoup 2/3, hein. Et que parmi ces 2/3, 2/3 de ces événements disciplinaires étaient des événements réussis, c'est-à-dire que l'enfant en passe par la prescription parentale. Une petite nuance que j'aime bien, c'est nous avions, nous, constaté que les filles étaient plus soumises à des interdits qu'à des obligations, alors que c'était l'inverse pour les garçons. Je laisse les pédagogues réfléchir à cette affaire-là qui n'est pas sans incidence. Alors, maintenant, brossons le champ de la soumission forcée. Vous avez des interdits donc et des obligations, puisqu'il y a un agent de pouvoir qui prescrit un comportement problématique chez des élèves et chez des adultes. L'interdit le plus connu des psychologues sociaux réalisé auprès d'élèves en situation expérimentale est le jouet interdit. C'est bien interdit. On demande à des élèves qui sont venus travailler avec le monsieur, comme on dit, de ne pas toucher un magnifique robot qui est là parmi une dizaine d'autres jouets. Il peut toucher aux autres, mais pas au robot. Je m'en vais 5 minutes, pendant que je ne suis pas là, tu ne touches pas au robot. C'est bien sûr au robot qu'il aurait envie de toucher, le gosse. Ça, c'est le jouet interdit. Toujours chez des élèves, les plats répugnants. Le plat répugnant le plus célèbre, c'est les épinards, parce que c'est l'expérience la plus ancienne en la matière, elle date de 58, et les enfants qui n'aimaient pas les épinards avaient eu pour obligation de manger des épinards. Ça dit qu'on ajoutait même à certains que leurs parents seraient au courant. Mais on peut aussi, avec des enfants, avoir d'autres types d'obligations qui sont les
plaidoyers ou les jeux de rôle contre-attitudinels. Par exemple, on peut demander à un enfant, je reviendrai sur cette recherche, un enfant, pas un enfant, un élève, coupez-moi si je dis enfant. Je parle d'agents sociaux. À des élèves d'écrire au ministre pour qu'il réduise la durée des grandes vacances. On peut aussi demander à un lycéen qui n'y croit pas du tout d'essayer de convaincre un de ses pairs de l'existence d'êtres supraterrestres visitant régulièrement notre planète. Voilà. Ce sont des obligations contre-attitudinelles, là, contre-motivationnelles pour le plat répugnant. Auprès d'adultes, les interdits sont surtout des privations. S'abstenir de boire, s'abstenir de manger, s'abstenir de fumer. Les obligations étant, là aussi, des plats répugnants. Ils s'attendent, ils ne les mangeront pas, hein, je vous le dis. Mais ils acceptent de manger des vers de terre. Les sauterelles grillées, je ne me souviens plus s'ils y ont goûté. Je crois bien. Donc, vous voyez, ça, c'est le plat répugnant. On peut leur demander de faire des tâches fastidieuses. J'ai moi-même, dans des situations de soumission forcée, utilisé cette tâche particulièrement fastidieuse et dégueulasse en plus, parce qu'il faut couler des petits confettis avec une tube de colle, c'est pas pré-collé, c'est pas pré-encollé, sur tous les A et tous les E d'un texte de 4 pages. Vous voyez ce qui... Ça, c'est vraiment fastidieux. On peut aussi leur demander d'envoyer des chocs électriques. On l'a vu avec Glass. C'est une expérience de soumission forcée, Glass. Et aussi des essais contradictionnels qui vont depuis défendre l'intervention de la police sur le campus jusqu'à faire un plaidoyer anti-avortement lorsqu'on est une femme pro-avortement, etc. Voilà. Ça, vous voyez, c'est le champ de la soumission forcée. Je suis loin d'être exhaustif, mais l'origine de mon choc, ce sont ce que montrent ces recherches. Et elles montrent que l'obéissance est la réponse modale aux prescriptions d'un agent social doté d'un pouvoir qu'on tient pour légitime. Il y a très peu de refus dans les expérimentations sur la soumission forcée. Très très peu de refus. Alors que, là, spontanément, même quand on les déclare libres, l'effet des déclarations de liberté par l'agent exerçant le pouvoir, je vous renvoie à Glass, que j'ai évoqué, ça élève un tant soit peu le sentiment de liberté. Je dis un tant soit peu parce que quelquefois c'est significatif, mais c'est entre les gens qui n'ont pas eu la déclaration, ceux qui ont eu, le sentiment de liberté est très proche. Mais il y a quand même une petite différence. Assez souvent, il y a un vrai sentiment de liberté. Cette déclaration de liberté ne conduit pas au refus. C'est ce que je viens de dire. Non seulement elle ne conduit pas au refus, mais j'ai de bonnes raisons pour penser qu'elle potentialise l'obéissance. Elle suscite un processus, la déclaration de liberté, un processus de rationalisation de l'interdit ou de l'obligation. C'est quoi ce processus de rationalisation? C'est un processus par lequel les élèves, les étudiants qui viennent de réaliser un acte problématique, trouvent des idées ou ressentent autrement leur motivation de telle sorte que l'obligation ou l'interdit soit justifié. Par exemple, si on leur a interdit de fumer, ils déclarent, et c'est vrai parce que quand on les observe, ils fument moins, ils déclarent finalement ils ne ressentent pas vraiment le besoin de fumer. S'ils ont tenu un discours pour l'intervention de la police sur le campus, on constate que dans certaines conditions, ils se mettent à penser que ce n'était pas si sot que ça que la police intervienne. Voilà, vous voyez, donc des motivations, ressentis de motivation et des productions d'idées, d'attitudes qui garantissent, qui justifient
la prescription. C'est ça le processus de rationalisation. Alors vous allez me dire, moi je connais un tas d'enfants qui désobéissent, je connais un tas d'élèves qui désobéissent. Oui, mais il y a une chose importante. C'est qu'entre l'expérimentateur et son sujet expérimental, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas d'histoire. L'obéissance se montre dans une situation entièrement inédite. Alors cela montre au moins une chose, c'est qu'il ne faut pas mettre la désobéissance sur le compte de la nature des désobéissants. Je prends une recherche pour que vous voyez concrètement comment les choses se passent. C'est une recherche de Christiane Pavin qui a été publiée en 1991. Des élèves de CM1 et CM2 écrivent au ministre de l'Éducation nationale pour lui demander de réduire la durée des grandes vacances. On leur propose des arguments, on en propose 3 en fait, et ils doivent en trouver d'autres. Et en moyenne, ils en trouvent 4 autres. Dans leur petite composition, il y a en moyenne 7 arguments. Et Christiane Pavin dit qu'elle c'est l'institutrice qui a prévenu les élèves qu'une dame viendrait en chercher quelques-uns pour qu'ils aillent travailler avec elle. Et là, elle leur dit qu'elle refait une enquête, une grande enquête pour le ministère de l'Éducation nationale, que le ministre est très attaché à cette recherche, à cette enquête. Et cette enquête concerne la durée des vacances. Et bon, elle a plusieurs façons de s'y prendre pour connaître ce que pensent les élèves. Et là, elle va leur demander de faire une lettre au ministre, le priant, en argumentant, de réduire la durée des vacances. À 50% d'entre eux, elle dit que le ministre a insisté comme glace. Le ministre a insisté sur quelque chose de très important, c'est qu'il ne voulait surtout pas qu'on force les élèves à faire le travail qu'on leur demandait. Donc, maintenant qu'ils savent ce qu'elle attend d'eux, ils peuvent accepter ou refuser. Je ne me souviens plus, mais c'est quasiment l'unanimité qui accepte. 50% dont on n'accepte pas. Et elle rajoute, mais je veux aussi savoir ce que tu en penses vraiment. Et elle met sur la table le dessin d'un petit thermomètre qui va de 0 à 23. Pourquoi 23, je ne m'en souviens plus. Et de 0 à 23, avec des dessins pour montrer comment s'en servir, qui va de « je suis rigoureusement, je ne veux pas entendre parler de », il y a plusieurs paraphrases de la réduction de la durée des vacances, ça c'est 0, jusqu'à « il est indispensable de réduire les grandes vacances », ça c'est 23. Voilà les résultats. Ils me plaisent beaucoup, hein, c'est pour ça que j'ai choisi de montrer cet extrait. Vous voyez que le thème est réellement contratitudinel. Avant qu'ils aient à écrire la lettre, ça tourne vers 4 sur 23. Et juste après la lettre, à peine ont-ils fini, je sais, j'ai besoin de donner tous les résultats à plusieurs personnes. Tu veux me redire ce que tu penses toi vraiment? Voilà. Il y a déjà un énorme changement chez les élèves déclarés libres. Vous le voyez? Et ce qui est remarquable, c'est que ce changement persiste un mois après, une semaine et un mois après. Et ça ne peut être dû à une différence de travail cognitif entre ceux qui ont été déclarés libres et les autres. Elle a regardé toutes les productions. Il y a autant d'arguments dans un groupe que dans l'autre, et de qualité identique. Et quand une semaine ou un mois après, on s'interroge, on leur demande « Est-ce que tu te souviens des arguments que tu avais donnés dans ta lettre au ministre ?» Ils se souviennent tous
de la même façon, aussi bien enfin, ils se souviennent pareillement, en tout cas, ceux qui avaient été déclarés libres et ceux qui ne l'avaient pas été. Bon, ça vous parle, ça, comme processus de rationalisation? On voit bien chez des gosses de CM1, CM2, chez des adultes, imaginez comment qu'un étudiant qui vient de défendre l'intervention de la police sur le campus se met à trouver que c'était quand même pas mal qu'elle intervienne, quoi. Dans certaines conditions. Je ne peux pas vous dire, là-dessus j'ai pas le temps, mais c'est ceux qui étaient le moins payés, hein, pour faire le travail. Est-ce qu'on peut théoriser cet effet de rationalisation ou cet effet qu'ont les déclarations de liberté? Si je pose la question, c'est que je vais répondre oui, bien sûr. Et qu'il y a une belle théorie pour ça, elle s'appelle la théorie de l'engagement. Je ne vais pas la déployer, ce n'est pas l'objectif ici, mais c'est de comprendre comment la déclaration de liberté engage les élèves ou les adultes dans l'acte problématique qu'on vient d'obtenir d'eux. Et cet engagement fait que, du coup, ce comportement pourra leur être opposé au sens quasiment juridique du terme. Avec mon ami Robert Vincent Joule, on imagine bien dans un petit schéma ce qu'on appelle une instance attributive, c'est-à-dire une instance de jugement. Une instance de jugement qui fonctionne même si elle ne servira jamais à rien. Le processus peut s'arrêter là. Mais lorsqu'elle fonctionne, elle amènera l'enfant, l'élève ou l'étudiant ou l'adulte à se dire « on va pouvoir me dire que c'est bien moi et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui ait fait ça ». Effectivement, sans déclaration de liberté ou sans engagement, si j'ai le temps, je parlerai d'autres conditions d'engagement, on n'observe pas de rationalisation. Vous l'aviez dans le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, peut-on parler du coup d'une illusion de liberté? C'est ce qu'a fait un psychologue social parmi les plus importants qui a pesé sur la discipline, c'est Harold Cayley, qui est le premier à avoir parlé d'illusion de liberté avec l'idée que, en fait, les gens dans la situation de soumission forcée se croyaient libres alors qu'ils ne l'étaient pas. Mais s'ils se croyaient libres, c'est parce qu'on faisait tout ce qu'il faut pour camoufler, c'est le mot qu'il utilise, camouflage, pour camoufler les contraintes situationnelles qui font qu'ils n'avaient pas le choix. Hein? Je passe. Puisque quelques années plus tard, en 1971, un certain Charles Kistler, tout aussi important, c'est à lui que nous avons emprunté la théorie de l'engagement, mais qui fulmine, quand on parle d'illusion de liberté, avec un argument qui est dogmatique et même anti-philosophique. Il revient à dire, si les gens en situation de soumission forcée n'étaient pas libres, dans notre vie sociale, nous ne le serions pas plus qu'eux. Or, nous savons bien que nous sommes libres, n'est-ce pas? Donc, les sujets, ce n'est pas une illusion, les sujets sont effectivement libres, et ce n'est pas une illusion de liberté qui crée la rationalisation, c'est la liberté elle-même. Bon, vous doutez que je suis plus sensible aux arguments qui vont vers l'illusion de liberté. Je pense même, si j'ai le temps, je vous le montrerai, qu'il n'y a plus qu'une illusion, il y a une erreur sur ce qu'est cette liberté. Mais parmi les arguments qui me semblent les plus jolis à raconter, il y a cette fameuse technique dont mon jeune collègue et ami Nicolas Guéguen a montré la force. C'est la technique du « vous êtes libre de » qui augmente vos chances d'obtenir quelque chose d'autrui.
Alors là, on n'est plus dans une situation de pouvoir, vous voyez. Dans les situations, ça doit marcher, ça marche aussi, on vient de le voir, dans les situations de pouvoir. Mais là, Guéguen, il s'adresse, c'est par exemple, vous voyez, quelqu'un qui s'adresse à des passants près de l'arrêt de bus et qui leur dit, excusez-moi, j'ai plus un sou de monnaie, j'ai perdu mon ticket de bus, est-ce que vous pourriez me dépanner d'1 €? Alors tantôt, il ajoute, évidemment, vous êtes libre de me rendre ce service, vous n'allez pas me le rendre. Tantôt, il n'ajoute pas. Et bien lorsqu'il dit, évidemment, vous êtes libre de me rendre ce service, ça augmente considérablement le nombre de gens qui donnent l'euro demandé. Ça marche même sur un ordinateur. Vous voyez, sur un ordinateur, au lieu de mettre, pour passer à une fenêtre publicitaire, cliquez ici, il est bien animé, vous êtes libre de cliquer ici. Paf, les gens ne cliquent plus. Non, c'est assez... C'est rigolo, ces gens plaisantent, mais c'est pas forcément réjouissant, quoi. Ça, c'est des choses comme ça qui me font adhérer à l'idée d'illusion de liberté quand un agent de pouvoir, quel qu'il soit, un papa, un maître, un chef, vous déclare libre de faire ou de ne pas faire ce qu'il vous demande. Mais justement, là, moi, une question qui m'a toujours préoccupé, elle m'a préoccupé dès l'instant où j'ai connu ces résultats et j'ai commencé à expérimenter sur la soumission forcée. Mais liberté de quoi? Imaginez un chef ou un maître, tiens, qui dit, voilà, ce soir, à ta place, je ferai 2 ou 3 exercices de plus. Évidemment, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Il est libre de quoi? Tout le raisonnement que l'on tient sur la rationalisation dans la littérature psychosociale revient à dire qu'il est libre de faire ou de ne pas faire. Sous-entendu, de faire ou de faire autre chose. Or, ce n'est jamais explicité comme ça. Vous êtes libre de faire ou de ne pas faire. Pas de libre de faire ou de faire autre chose. Alors on peut très bien entendre la déclaration de liberté comme étant non pas tu es libre de faire ou de ne pas faire, mais tu es libre de te soumettre, d'obéir ou de désobéir. Ah. Ça ira mieux. Tant mieux. Donc, en quelque sorte, on peut confondre la liberté de faire ou de ne pas faire avec la liberté de se soumettre ou de se démettre. Bon, le penser comme ça, c'est facile. L'expérimenter, c'est autre chose. Il a fallu plusieurs années avant qu'on ait un principe expérimental qui nous permette de faire la distinction et de montrer que c'est bien la liberté de se soumettre ou de se démettre qui produit la rationalisation et non la liberté de faire ou de ne pas faire. C'est pour ça que je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite avec Marc Binger et Pascal Mariette. Alors, pour que vous compreniez bien, sachez que tous les sujets qui étaient dans une expé des lycéens, dans une autre des étudiants, mais les résultats sont strictement similaires. Tous les sujets devront faire un plaidoyer contre-attitudinel. Soit, vous voyez, pour la suppression de la conduite accompagnée chez les moins de 18 ans, soit réduire la durée des vacances d'été, comme chez Christiane Pavin, soit limiter l'éligibilité au conseil aux seuls élèves ayant au moins une moyenne de 14 sur 20. Et vous voyez que c'est vraiment contre-attitudinel. Entre 1 et 9, ça tourne autour de entre 1,80, disons, ce qui est très peu. Tous feront ça, un de ces thèmes. OK? Alors, première manipulation. On peut leur dire, et ça
ce sera vrai pour tous les sujets aussi, soit, ben après tout, pourquoi tu ne choisirais pas? Tu es libre, tu peux choisir. Soit on leur dit, aujourd'hui, le thème, c'est limiter l'éligibilité au Conseil. Alors, vas-y. Ça, c'est la manipulation, en quelque sorte, de l'engagement dans le choix, dans l'activité. C'est moi qui ai choisi de traiter, par exemple, réduire la durée des vacances. Et on ne pourra pas dire que c'est quelqu'un d'autre. 50%, donc, choisissent, 50% leur dit, c'est celui-là le thème d'aujourd'hui. Et vas-y. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Avant ça, il y a eu deux situations. Dans une première situation, on leur annonce quasiment ce qu'ils vont faire. On appelle ça la condition paradigmatique, dans le paradigme. On reste dans la même identification de tâches. On leur dit, ben voilà, aujourd'hui, on va vous demander de faire des petits discours, mais je vous préviens, la plupart de ces discours, il faudra défendre des opinions qui ne sont pas les vôtres, et peut-être même des opinions qui vous répugnent. Vous voyez, on leur dit ce qu'ils vont faire. Vous êtes libre de rester ou de ne pas rester. C'est à vous de voir. Là, on a manipulé l'engagement non plus dans l'acte, mais l'engagement dans la soumission à l'expérimentateur. Mais c'est encore plus net dans la condition non paradigmatique. Dans la condition non paradigmatique, de façon volontaire évidemment, on leur annonce des tâches qu'ils ne feront pas. Ah, aujourd'hui, on peut te demander de mettre des confettis sur tous les A et les E d'un texte. On peut te demander de recopier 4 pages du bulletin téléphonique, de l'annuaire. On peut te demander de... Vous voyez, des choses comme ça. Alors maintenant que tu sais ce qu'on attend de toi, il faut que tu saches, 50%, il faut que tu saches que tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu peux rester ou partir. 50%, bien sûr, on ne le dit pas. OK? Ça va s'éclairer peut-être avec les résultats. Vous voyez, dans la condition paradigme, vous voyez que ce qui détermine le processus de rationalisation, parce que là, en ordonnée, c'est l'attitude finale à l'égard du thème. Hein. Ceux qui ont traité la suppression de la conduite accompagnée, on leur demande ce qu'ils pensent de la conduite accompagnée. Voilà. Ça, c'est l'attitude finale à l'égard du thème traité. Vous voyez que ce qui induit la rationalisation, et c'est assez fort, ça. Regardez là, ça va même vers 9. C'est pas le choix du thème. C'est le choix de rester et de ne pas partir. En première, au début de l'expé. Est-ce que vous le voyez bien, ça? Et c'est pareil, et ce qui a sidéré, il y a même des experts qui ne voulaient pas le croire. Ils disaient qu'on nous a même suspecté d'avoir inventé nos résultats. Heureusement que le rédacteur en chef me connaissait, ça fait que ce n'était pas trop mon genre. Que même dans la situation où les gens ont dit « je reste » pour les confettis, pour le recopier le bulletin téléphonique, c'est l'acceptation de rester là qui produit la rationalisation sur le choix du thème, sur le thème qu'ils vont traiter après. Est-ce que ça vous parle, ça? Hein? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que quand vous déclarez libre quelqu'un, les effets qui vont s'en suivre ne sont pas liés au fait que quelqu'un ait décidé finalement, puisque vous le laissez libre, de faire ce qu'il fait et que vous souhaitez qu'il fasse. Les effets sont dus au fait qu'il a accepté l'obéissance.
c'est ce que j'ai appelé l'engagement dans la soumission. Vous voyez, ce qui pousse à rationaliser la thèse défendue, c'est l'engagement auprès de l'agent de pouvoir, qui vous a dit des choses qui étaient vraies ou qui n'étaient pas vraies, mais auquel, dans tous les cas, vous avez dit, ben, je reste. Même si va vous faire autre chose que ce qui vous avait annoncé. Donc, vous voyez, ça veut dire que la déclaration de liberté peut parfaitement se traduire par une erreur de compréhension. L'erreur étant, ouais, j'étais libre de faire ou de ne pas faire ce qui me demandait. Alors que la vérité, ce qui va être productif des processus qui vont suivre, c'est j'étais libre de rester ou de lui faire un bras d'honneur. Bien. Tout à l'heure, j'ai parlé d'engagement et je vous ai dit que la déclaration de liberté produisait de l'engagement. Il y a une foule d'autres caractéristiques situationnelles qui peuvent engager la personne dans son acte. Je reste dans les actes problématiques, mais avec la théorie de l'engagement, on peut s'engager aussi dans des actes non problématiques. Par exemple, signer une pétition pour une cause qui vous est chère. On peut le faire de façon plus ou moins, dans des conditions plus ou moins engageantes. Alors attention au mot engagement. Le mot engagement est un piège à imbécile. Parce que dans l'usage courant du mot engagement, c'est la personne qui s'engage. Je m'engage là-dedans. Alors que dans la théorie de l'engagement telle que nous l'avons un peu popularisée, c'est les conditions dans lesquelles j'agis qui m'engagent. La déclaration de liberté, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon chef, c'est mon maître. Mais elle m'engage dans mon acte. Ce n'est pas moi qui m'engage, c'est les circonstances dans lesquelles on agit qui nous engagent. Alors, quelles sont ces circonstances? Il y a évidemment le coût de l'acte. Il est évident que si vous donnez 10 € à un rhum, ça vous engage plus que si vous lui donnez 50 centimes. Le coût de l'acte est un facteur qui engage aussi bien avec des actes problématiques qu'avec des actes non problématiques. Il y a aussi la publicité de l'acte. On vous demande de signer une pétition. Dans quelle mesure elle va vous engager? Elle vous engage-t-elle plus si vous pouvez faire un graphe anonyme comme ça, ou si vous devez mettre votre nom, votre adresse? Vous êtes plus engagé lorsque l'acte est public. Et l'acte public, c'est le fait d'être identifié par des gens comme ayant fait cet acte. Il y en a d'autres. L'absence de récompense ou de punition. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'une célèbre expérience dans laquelle les sujets avaient dû défendre l'intervention de la police. Certains étaient bien payés, d'autres peu payés. Ceux qui sont peu payés sont plus engagés dans leur acte que ceux qui sont très payés. Et ça a donné lieu à un résultat, un des plus contre-intuitifs de la psychologie sociale, à savoir que quand les gens sont déclarés libres, ou sont libres, dans l'expérience, il n'y avait pas de déclaration de liberté, mais l'analyse des conditions montre qu'ils devaient se sentir un peu libres, plus on est payé, moins on est obligé de croire ce qu'on fait. Plus on est récompensé, moins on est obligé de croire à ce qu'on fait. Vous voyez ? Ça, c'est les conséquences, l'absence de récompense ou de punition. Il y a les conséquences de l'acte. Si vous faites un acte dont vous savez qu'il ne servira à rien, tout le monde aura oublié demain,
ça n'est pas la même chose que si vous savez que cet acte va être utilisé, par exemple, pour une publicité ou pour une propagande. Bon, les conséquences de l'acte sont un facteur engageant. Vous voyez la répétition de l'acte. Si vous avez un élève qui a du mal à aller au tableau, ben une fois qu'il l'aura fait, il faudra vite recommencer pour qu'il soit de plus en plus engagé. Voilà, ça sont des facteurs vous trouverez tout ça bien explicité et bien analysé dans les livres, ne serait-ce que dans le petit traité. Hein. J'ai le droit de faire la pub pour mes livres parce que j'en vis un peu. Et il y a un autre facteur d'engagement que j'en suis venu peu à peu à considérer comme l'un des plus importants, sinon le plus important, c'est l'étiquetage. Alors là, je vais m'y arrêter, parce que ça cartonne les étiquetages en pédagogie. Hein. C'est quoi un étiquetage? Un étiquetage, c'est lorsqu'on demande quelque chose à quelqu'un, d'ajouter qu'il est dans sa nature de faire ce qu'on lui demande. Par exemple, j'aimerais bien que tu partages avec moi les gains que tu as eus à ce jeu auquel moi j'ai perdu. Je te le demande parce que je sais que tu es un enfant généreux, quoi. Bon, pensez au chef que j'ai déjà évoqué, je ne sais pas si c'est ce soir ou à une autre occasion, qui demande à un de ses ouvriers, j'aimerais bien que tu passes à la machine numérique cette semaine, vu que tu as été formé. Bon, c'est à toi de voir, bien sûr, tu fais ce que tu veux, mais j'ai vraiment le sentiment que tu es fait pour traiter, de l'abstraction. Voilà. Ça s'appelle de l'étiquetage. Et j'en suis venu à considérer que c'était le facteur d'engagement le plus important. Pourquoi? Parce que non seulement il donne à la personne qui est sous votre responsabilité ou sous vos ordres un ordre, une prescription, mais en plus l'étiquetage donne la valeur associée au comportement. C'est pour ça que c'est un facteur décisif de ce que les psychologues sociaux appellent l'internalisation des valeurs. Bon, je vais prendre un seul exemple, après je raconterai des choses plus précises, mais simplement une expé qu'on aime beaucoup, qu'on cite souvent parce que c'est l'une des premières, dans laquelle on demandait on faisait un cours sur l'ordre et la propreté. Puis après, on disait, puis c'est la fête. Aujourd'hui, voilà, on distribuait des bonbons et des petites bouteilles en plastique. Alors, évidemment, où ils se retrouvent, les papiers et les bouteilles? Par terre. C'était des élèves pas très âgés, de 8 ans, quelque chose comme ça. Alors là, on a au moins une condition dans laquelle on ne dit rien. Bon, ça, c'est toujours un groupe, on appelle ça un groupe contrôle. Une condition dans laquelle on exhorte les élèves de nettoyer. Bon, on ne peut pas laisser la salle comme ça, il faut vous mettre au travail et nettoyer. Et une condition avec étiquetage. Une condition avec étiquetage, il faudrait bien nettoyer, mais de toute façon, je n'ai pas de souci, je sais que vous êtes des élèves. Il doit même dire des enfants, ce couillon. Des élèves propres et ordonnés. Bon, vous voyez immédiatement les résultats, sinon je ne vous en aurais pas parlé. C'est qu'effectivement, c'est cette troisième condition expérimentale où l'on trouve le moins de papier le lendemain et de bouteilles. Mais notez bien quelque chose qui est essentiel, hein, sinon on perd notre temps. Ce n'est pas une fine intuition psychologique de la part du maître. Les enfants auxquels il a dit qu'ils sont propres et ordonnés ne sont pas plus propres et ordonnés que les autres. C'est l'arbitraire expérimental qui veut dire
à ceux-là qu'ils sont propres et ordonnés. Vous me suivez bien là, hein? Mais il n'empêche qu'ils vont avoir le comportement de propreté attendu. Bon, cette expérience s'arrête là, mais maintenant, le nombre d'expériences qui montrent que ce comportement peut être généralisé après celui qui a accompagné l'étiquetage sont très nombreuses. Et je vais, moi, vous en raconter une, encore une fois, une mienne, parce que cette expérience que je vais vous raconter consiste à introduire un étiquetage dans un pied dans la porte. Dans un pied dans la porte, en plus, où le comportement préparatoire est coûteux. Mais qu'est-ce que le pied dans la porte? Un pied dans la porte, voilà, vous en avez la définition, là. Il y a pied dans la porte quand l'engagement dans un acte, peu coûteux ou même coûteux, mais un acte qu'on réalise, conduit à l'acceptation ultérieure d'un acte plus coûteux, relevant d'une même identification, d'un même cours d'action, qui aurait été refusé sans engagement dans l'acte préalable ou préparatoire. Ça, peut-être que ça vous rappelle des choses, ça vous rappelle, par exemple, ces expériences dans lesquelles on demande à des ménagères de coller une affichette pour la sécurité routière sur la fenêtre de leur dressing, je suppose, une fenêtre de leur maison. 3 semaines après, on vient avec un panneau de 2 mètres sur 3 en disant « Est-ce que vous pourriez mettre ça dans votre jardin ?» Voilà. Ça, c'est un pied dans la porte magistral, puisqu'on passe de 16% d'acceptation aux gens auxquels on n'a pas d'abord demandé de mettre l'étiquette, à 72% d'acceptation du panneau par les gens auxquels on a préalablement demandé l'étiquette. Bon. Ce n'est pas mon objet de vous parler de pied dans la porte, mais l'expert que je vais vous raconter, et que j'aime bien à cause de l'étiquetage, implique un pied dans la porte. Ça, si j'ai le temps, j'y reviendrai. Celle-là, Beauvois, donc 2001. Bon, encore une fois, ça se passe dans les écoles, hein. Ça se passe dans les écoles, l'instituteur dit il y a une dame ou un monsieur, ça, selon les circonstances, qui va venir vous voir parce qu'il aimerait bien, ou il faudrait un peu travailler avec lui. Oh, les gosses, ils vont dans la salle qui est réservée à l'expérimentation au sein de leur école. Et là, l'expérimentateur leur montre un plat dans lequel il y aurait une soupe vraiment répugnante. Je n'ose pas vous la décrire. Et il leur dit, voilà, aujourd'hui, parle d'abord avant de montrer la soupe. Mais la soupe, elle est là. Je vais te demander quelque chose, mais je crois que je peux te le demander parce que je vois que tu es un enfant courageux. Je vois que tu es un enfant courageux. Et à d'autres, il ne dit rien. Il se contente de dire, voilà ce que j'attends de toi aujourd'hui. Et enfin, un troisième groupe, comme il y en a qui ont une explication interne, courageuse, c'est une explication interne au sens où la cause, il n'y a pas de cause là, mais on fait comme si la cause était dans la personne, il est courageux. À cause de ça, on a une condition avec c'est pas un étiquetage, mais c'est une affirmation externe. Les adultes savent ce qui est bon pour les enfants. Voilà. Et alors on dit, mais c'est pour ça qu'il faut manger, voilà cette soupe. Je la regarde, et je vous prie de croire qu'elle est infecte. Hein. Le jaune d'œuf ressemble à le blanc d'œuf qu'il y a dessus ressemble à des crachats, enfin c'est bon. Bon, l'acceptation est plus élevée en CM2 qu'en CP.
Et les gosses, il faut qu'ils apprennent l'obéissance. Hein. Donc, en CP, si on les laisse libres, ils se tirent. Pas tous. En CM2, ils se tirent déjà plus. Donc, on va rester sur le CM2. On a beaucoup de sujets, on peut se rester là-dessus. On a d'abord un processus de rationalisation. Le processus de rationalisation, comment penses-tu? Alors d'abord, on leur dit, excusez-moi, il prend un air embêté, l'expérimentateur ou l'expérimentatrice, bon Dieu, le réchaud ne marche pas. Ah non, mais si elle n'est pas chauffe, je ne peux pas te faire manger cette soupe. Tant pis, tu mangeras, tant pis pour la soupe. Puisqu'on n'a pas de réchaud. Vous ne pouvez pas faire manger ça à des gosses. Hein. On avait les parents sur le dos. Là. Et maintenant, j'aimerais quand même que tu me dises comment tu la trouves. Est-ce qu'elle est appétissante? Est-ce qu'elle est infecte? Le processus de rationalisation conduit les gens déclarés libres, la moitié d'entre eux, à trouver que finalement, elle a l'air assez appétissante. Hein? Bon, heureusement qu'ils ne la mangeront pas, qu'ils ne la goûteront pas. Voilà, ça c'est la première phase, vous voyez, acte préparatoire, goûter une soupe répugnante. 15 jours après, un autre expérimentateur dans une expé, c'est toujours un autre expérimentateur, déboule dans la classe. Là. Il déboule vraiment dans la classe, on ne l'amène pas dans la salle d'à côté où il doit travailler avec le monsieur. Il déboule dans la classe, il dit « Ah ben, je travaille pour le rectorat. Vous savez que le rectorat se pose des questions sur les aiguilles de vaccination. Et je cherche des gosses qui voudraient bien essayer de nouvelles aiguilles qui sont supposées faire moins mal que les anciennes aiguilles. Vous voyez, il y en a plusieurs sortes, ça va de 5 cm à 2 cm. Il y en a de plusieurs sortes. Quels sont ceux qui veulent essayer des aiguilles? L'effet de pied dans la porte. L'effet de pied dans la porte traditionnel, c'est il y en a plus parmi ceux auxquels on a proposé la soupe qu'un groupe contrôle où on n'a pas proposé, qui acceptent d'essayer les aiguilles. Donc on a bien un effet de pied dans la porte. Mais ce que l'on constate surtout, c'est que ceux qui ont été étiquetés courageux ont tendance à choisir les plus grosses aiguilles, celles de 5 cm. Alors que ceux qui n'ont pas été étiquetés, auxquels on n'a rien dit, ou auxquels on a fourni une explication externe pour la soupe, préfèrent les plus petites aiguilles, parmi ceux qui acceptent. Hein. Puis enfin, on leur demande d'expliquer leur comportement, d'expliquer pourquoi ils ont accepté d'utiliser des aiguilles. Et que constate-t-on? C'est que les élèves qui ont été étiquetés courageux sortent plus d'explications internes. Vous voyez ce que c'est, des explications internes? C'est des explications liées à c'est moi, ma personne. C'est parce que j'avais vraiment envie de rendre service, parce que vous voyez des choses comme ça, que les autres. Alors, vous voyez, l'étiquetage fait gagner sur les deux tableaux, sur plusieurs tableaux. D'abord, il conduit à l'acceptation de l'acte. Il conduit à sa deuxième tableau, il conduit à sa généralisation. Ça passe, mais ça, c'est aussi par le pied dans la porte. Ça passe aux aiguilles. La soupe a un effet sur les aiguilles. Et enfin, on a ce miracle idéologique qu'en plus, excusez-moi, j'ai envie de dire comme des couillons, ils s'attribuent l'acte qu'on vient d'obtenir par étiquetage, pied dans la porte, etc. En fournissant des explications internes. Étonnez-vous, après, si les internes sont plus obéissants chez Milgram que les externes. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, je n'aurais jamais cherché ça, mais c'est un collègue de Grenoble.
Voilà, donc, est-ce que vous voyez la puissance de l'étiquetage? Et l'étiquetage, c'est quand même l'outil pédagogique par excellence. Ça ne mange pas de pain, ça ne demande pas de crédit. Il suffit de dire à un élève « Ah, j'ai l'impression que tu es doué en mathématiques. » Même si ce n'est pas vrai, on en s'en fout que ce soit vrai ou non. J'ai l'impression que tu es un enfant courageux. J'ai l'impression que tu es un élève opiniâtre dans son travail. C'est pas la peine de chercher, on n'est pas suffisamment psychologue pour pouvoir faire de tels diagnostics. Ceux qui croient qu'ils le sont, j'ai envie de sourire. Mais par contre, on peut quand même faire des étiquetages. Alors, ce qu'on peut attendre de l'étiquetage, c'est l'internalisation de la valeur. Ça a de la valeur quand même d'être courageux, ça a de la valeur d'être opiniâtre dans son travail. Ça a de la valeur d'être... etc. Et ces valeurs, ben, avec l'étiquetage, elles rentrent dans la tête des élèves. Elles rentrent dans la tête des élèves, ce qui fait que les comportements peuvent se généraliser. J'aurais tendance à dire, heureusement, que ce n'est pas aussi simple qu'il arrive que la relation enseignant-enseigné fout en l'air le processus. Hein. Mais ça, ce n'est pas la faute de la psychologie sociale, c'est le passé dont je parlais tout à l'heure. C'est le passé dont je parlais tout à l'heure qu'il faut quand même interroger de temps en temps. Bon. Donc, je ne reviens pas sur autre chose puisqu'on m'a prié tenir 1 heure et pas plus. Est-ce qu'on peut éviter l'obéissance? Ça, c'est une question. Le choc, à l'époque, je ne me posais pas la question en termes théoriques. J'étais sidéré de voir que des mouflés, que des élèves, que des étudiants acceptent d'envoyer des chocs électriques, et qu'ils le faisaient tout simplement parce qu'un agent exerçant le pouvoir leur demandait. Bon, maintenant, quittons le domaine expérimental, et est-ce qu'on peut éviter l'obéissance? Moi, je vous dis tout de suite non. Pourquoi on ne peut pas éviter l'obéissance? Parce que l'obéissance est une implication du pouvoir social. On est bien obligé d'obéir au pouvoir social. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas par cynisme ou méchanceté, c'est parce que j'ai le sentiment, et ce sentiment est de plus en plus renforcé par des données que je recueille, que le pouvoir social est l'artefact humain le plus spécifique. Oh, peut-être la poésie est aussi spécifique à l'humanité, mais le pouvoir humain est en tout cas complètement spécifique. Il a remplacé la domination. Il n'a pas remplacé, il reste des îlots de domination qui sont des dominations sauvages dans lesquelles il ne faut pas laisser faire les choses. Mais le pouvoir social, on le voit naître, déjà il y a des gens qui m'ont entendu dire ça, on le voit naître juste avant le néolithique. On le voit naître comment? Dans des dessins. Dans des dessins qui n'ont aucune possibilité sans l'existence d'un pouvoir social. Par exemple, quand vous voyez 5 archers dans la même position avec leur arc foncé sur... c'est un artefact du pouvoir social. Par contre, le dessinateur, dans le dessin auquel je pense, est très malin. Il vous montre à quel point ils sont différents les uns des autres, tous ces archers. Mais en tant que membre du groupement, en tant qu'agent social, en tant qu'archer, ils sont exactement pareils. Donc on est obligé d'envisager le pouvoir social à cette époque-là. Et je crois que c'est ce qui nous a permis, plus que notre cerveau, qui était le même depuis 150 000 ans, de faire rapidement de très gros progrès. Donc je ne veux pas dire que je ne veux pas plaider pour la désobéissance. Par contre, le pouvoir social, ça a des formes infinies.
Alors, nous sommes habitués à certaines formes de pouvoir social qui impliquent une obéissance et la manipulation. Moi, mon idée, vous voyez, c'est que la vraie question, c'est pas... on nous a trop cassé les pieds, pas cassé les pieds, on nous a trop amusés, excusez-moi, avec les libertés démocratiques dont vous savez ce qu'elles deviennent, avec la liberté humaine dont on sait qu'elle est quand même limitée par un déterminisme humain. Et du coup, on laisse des gens supposés démocratement libres subir, soumis dans leur travail, dans leurs écoles, dans leurs facultés. C'est la raison pour laquelle je pense que la vraie question, c'est pas sommes-nous libres ou non. Nous ne le sommes pas, point. Ou alors nous sommes bourrés d'illusions. Mais par contre, la vraie question, c'est à qui on obéit et quelle est la délégation de pouvoir dans laquelle nous nous situons. Ce serait chouette d'envisager des pouvoirs auxquels on puisse participer. Et ça me semble plus sténique que de se demander comment on peut devenir plus libre pour ressembler à Max. Il est libre, Max. Je crois que... Vous voyez très bien où je peux en venir. Alors je vais, pour terminer, et uniquement... donner deux petites solutions. Ah, il y en a une qui est très ambitieuse. Je commence par la moins ambitieuse, c'est celle que les gens diraient c'est plus démocratique. C'est que quand on fait une déclaration de liberté, on s'arrange toujours à ce que le soumis, ou celui dont on attend l'obéissance, ait effectivement le choix entre plusieurs choses. Vous voyez, ça change tout si maman dit à la petite fille « J'aimerais bien, tu sais que tu ranges ta chambre aujourd'hui. » Ah, évidemment, tu fais ce que tu veux, tu es libre, c'est à toi de voir. Bon. Si elle lui disait ben, « Tu vois, bon, moi j'aimerais bien que tu ranges ta chambre, mais tu es libre, tu fais ce que tu veux. Si tu préfères, tu peux aussi écouter la 6e symphonie. Tu peux aussi aller faire du tennis avec Adèle. Tu choisis, je t'en voudrais pas. La seule chose qui m'ennuie, c'est de te voir sur ton lit. » Déjà, vous voyez, je pense que ça peut être valable pour des instituts aussi, hein, ça peut être valable pour des maîtres. Plutôt que de dire, si vous le voulez bien, comme je faisais un de mes profs chaque fois qu'il commençait son cours, si vous le voulez bien, aujourd'hui on va passer à ça. Bon. Jamais personne ne lui a dit, non, on ne veut pas. Hein. Alors s'il disait, si vous le voulez bien, on peut faire ça, ça ou ça, choisissez. Bon, c'est déjà moins couillon hein, qu'une simple déclaration de liberté. Et puis même si on n'est pas dans un pouvoir auquel on participe, on est dans un pouvoir qui vous laisse effectivement de l'initiative de décision. Et du coup, vous pourrez même se passer de l'illusion de liberté. Bon, maintenant, évidemment, il y a aussi qu'obéir à un pouvoir auquel on participe n'est en rien d'une obéissance dégradante. Alors vous voyez, hein, ça c'est la solution d'amener les groupes, les collectifs, à décider eux-mêmes de leurs activités. Vous me voyez venir, c'est la solution autogestionnaire. C'est évidemment celle à laquelle j'ai pensé dès les années 70, parce que je ne vois que ça me semble être la solution définitive aux questions un peu oiseuses du type est-ce qu'on est libre, est-ce qu'on n'est pas libre, etc. Et surtout à cette espèce d'obéissance veule, qui est une obéissance à un pouvoir qui nous tombe dessus. Voilà, je crois que j'ai tenu 1 heure et je vous remercie. Merci beaucoup. Il reste un petit quart d'heure pour des questions, des remarques, des commentaires.
et nous avons des micro-baladeurs, donc n'hésitez pas à demander la parole et à intervenir. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je me suis demandé si vous faisiez une différence entre obéissance, besoin d'appartenance, adhésion, autodétermination. Absolument. Absolument. Par définition, l'obéissance est dans le cadre du pouvoir. Et il y a un pouvoir. L'expérimentateur, vous voyez, ça aussi j'aurais pu évoquer cette recherche parce que, bon, mais mon principe c'est quand même d'évoquer des recherches publiées. Celle-là ne l'a pas été parce que la jeune femme a dû trouver du travail plutôt que d'écrire des articles. L'expérimentateur a du pouvoir. La preuve, il peut le déléguer. Il peut le déléguer et on se rend compte que le délégataire, les autres sujets, auront la même attitude à l'égard du délégué qu'à l'égard de l'expérimentateur lui-même. Ils le jugeront de la même façon, etc. Et ça marche tout aussi bien, les autres travaillent tout autant. Donc c'est bien qu'il y a un pouvoir, il peut le déléguer. Par contre, ça ne marche pas si ce pouvoir est usurpé. S'il y a quelqu'un qui dit « Oh non, toi on ne veut pas l'expérimenter, le chercheur est parti, c'est moi qui vais prendre les choses en main », là ça ne marche plus. Ouais. C'est vraiment, on peut partir de cette idée-là, il y a un pouvoir. S'il y a un pouvoir, il y a de l'obéissance, nécessairement. Qu'on participe à ce pouvoir, parce que je défends l'autogestion, voyez-vous. Bon, mais beaucoup de gens ont dans l'idée, ma petite fille me pose la question, que dans un internet d'autogestion, les gens font ce qu'ils veulent. Mais pas du tout, l'autogestion c'est une structure de pouvoir. La différence, c'est qu'il va des masses vers les groupes plutôt que d'aller de minorités vers des masses. Et donc, il y a un pouvoir. Le besoin d'adhésion, conformisme, tout ce que vous dites, ce sont de vraies réalités psychosociales. Mais ce n'est pas de l'obéissance. Je ne confonds pas l'influence et l'obéissance. Je ne confonds pas l'influence et le conformisme et l'obéissance, non, l'obéissance. C'est pour ça que j'aime bien, je garde le mot obéissance. Figurez-vous qu'au début, je me faisais mal voir quand j'allais voir des chefs d'entreprise, que j'utilisais le mot commandement. Ah, l'affreux Jojo, il y a encore des chefs, des gens qui commandent. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? On anime. Bon, dites-moi comment vous animez. Montrez-moi. Ben ça, j'appelle ça un ordre, vous voyez. Ah bon? Eh oui. Alors autant dire commander, puisque c'est un mot que tout le monde comprend. Alors qu'animation, vous voyez, un tas de gens ne le comprennent pas. Ou je manage. Allez. Oui, ben bien sûr, on pilote, mais on pilote même, c'est lacé, c'est... Oui, monsieur, j'aurais voulu savoir si vous estimiez que le sujet pouvait avoir aussi un pied dans la porte ou bien c'est seulement le groupe social. Ah. Quand vous dites le sujet, c'est le sujet avec un grand S ou c'est le sujet expérimental? Non, non, le sujet avec un grand S. Le sujet avec un grand S. Est-ce qu'il peut avoir un pied dans la porte? Oui, moi je dis oui. Maintenant, on peut effectivement faire utiliser des pieds dans la porte dans des interventions plus collectives. Hein, on l'a fait et ça marche bien. Mais c'est Pierre qui va mettre le panneau, c'est pas le groupe social. Excusez-moi, ma réponse est peut-être un peu limitée, mais pour moi, c'est pas le sujet, c'est pas le groupe social, c'est le sujet qui est manipulé par un pied dans la porte. Maintenant, c'est vrai qu'on a manipulé avec Robert Vincent Jouble, on a fait des recherches, disons le mot, des interventions. Par exemple, dans des hôpitaux pour la réduction des frais énergétiques. Alors, ça, c'est au groupe, on travaille en groupe.
Mais finalement, c'est une personne qui ferme le robinet quand elle quitte la salle, ou qui éteint la lumière. Même si les effets sont appréciés au niveau de l'aile du bâtiment. Vous voyez ? Juste une question encore, monsieur. Dans l'autogestion, ne pensez-vous pas qu'il y a toujours quelqu'un qui, lui, en définitive, va faire la décision? Oh, ça ne m'étonnerait pas. Mais je vais vous dire, il y a plusieurs fonctions dans l'exercice du pouvoir. Il y en a au moins 3. Dans l'exercice du pouvoir sur un collectif, par exemple sur un atelier, il y a d'abord une fonction de décision, c'est bien évident. C'est loin d'être la plus importante. La plupart du temps, elle pourrait être prise par des experts. Mais disons que les chefs y tiennent. Bon. Mais il n'y a pas que ça, il y a la fonction d'évaluation individuelle. Il y a la fonction d'évaluation individuelle, est-ce que les gens participent au travail collectif? Ça se juge, ça, il faut évaluer ça. Et la troisième fonction, c'est la fonction de responsabilité. Si les chaises qu'on fabrique s'effondrent, qui va être responsable de tout ça? Ça, c'est autre chose encore que l'évaluation, vous voyez? Ou alors c'est l'évaluation du groupe collectif. Bon. Alors, moi j'ai beaucoup réfléchi à ces problèmes d'autogestion dans les années 70 en particulier. Et je me souviens très bien j'étais allé visiter avec mon ami Rodolphe Guillon l'usine des lampes de Novigrad, qui était considérée à l'époque comme une des organisations qui était allée le plus loin dans la double structure, puisque la logique de l'autogestion yougoslave, c'était toujours une ligne hiérarchique qui contrôle et l'autogestion dans une ligne effectuante. Et mon ami Rodolphe, il n'aimait pas trop l'autogestion. Hein. Il était convaincu, de toute façon, il y avait des gens qui étaient faits pour commander. Et il avait remarqué que les processus de décision, parce que ceux, on les voit en temps réel, tous les jours, alors que l'évaluation, ça se pratique par moment, il y a des moments pour l'évaluation. Pour la responsabilité, ça se juge au résultat, et ça se juge peut-être une fois par an. La décision, par contre, oui, c'est vrai que c'est quotidien. Alors, il voyait que Rodolphe avait remarqué que les gens, 12%, s'il avait calculé ça, je crois 12 ou 13%, étaient impliqués dans les processus de décision de la ligne hiérarchique, de l'ex-ligne hiérarchique. Atelier, de l'usine à l'équipe en passant par l'atelier. Et un soir, on va manger avec un ouvrier, tout simplement parce que c'est un musicien, et à l'époque, je me piquais encore un peu de musique. Et on va manger avec cet ouvrier, et mon ami Rodolphe ne manque pas de lui dire hey, « Tu ne participes pas beaucoup, toi, à la décision ?» Moi, j'ai regardé, il n'y a que 12%. Qu'est-ce qu'il a répondu, le gars? Mais ça les amuse. Moi, ça ne m'amuse pas forcément de décider, je préfère jouer de la guitare. Mais par contre, s'ils nous font suer, on peut les virer. Et c'est moi qui les virerai, ce n'est pas eux qui me vireront. Ça, c'est un fait de structure autogestionnaire. Faut être humble, je veux dire. S'il y a des gens qui aiment faire certaines choses, pourquoi on les priverait? S'il y a des gens qui aiment prendre des décisions, qu'ils en prennent. Je pense que ce n'est pas le nerf de la guerre, la décision. Je pense que le nerf de la guerre, c'est l'évaluation. Mais d'ailleurs, on construit plus facilement l'organigramme d'une organisation à partir de qui évalue qui, que qui commande qui. Hein. Voilà. Monsieur ici. Oui, ça marche. Bonsoir. Alors, ma question, elle est aussi par rapport à l'autogestion ou l'autodétermination.
j'espère que je vais être claire, parce que ce n'est pas très clair dans ma tête. Donc, est-ce que vous pensez, ou pour vous, y a-t-il des prérequis pour être dans ce genre de démarche autogestionnaire? Bien sûr. Alors, Il ne lesquels? faut pas qu'il y ait des actionnaires. Pardon? Il ne faut pas qu'il y ait une minorité d'actionnaires. Ou alors, il faut que ce soit des Jacob de Lafont ou des gens qui ont vraiment envie du progrès social, quoi. Mais pourquoi on est à des structures hiérarchiques qui sont le contraire des structures autogestionnaires? C'est tout simplement parce que de tout temps, pas de tout temps, dans les dessins dont je parlais tout à l'heure, on ne voit pas de chef. Mais par contre, on en voit dans les bandes moins développées, moins développées. Mais le mot que je cherchais, c'était moins évolué. Voilà. Donc, mais du coup, j'ai perdu le fil. Oui. Si la hiérarchie s'est installée, elle l'a fait sur une base qui probablement provenait de dominations antérieures qui n'ont rien à voir avec le fait du pouvoir social, qui sont autre chose, et qui ont constitué des minorités dont le pouvoir devait être délégué vers des masses. Si on a dans ce cadre de figure des minorités qui sont les fondements de l'organisation, parce que c'est elles qui apportent le fric, la tendance naturelle, c'est pas l'autogestion. Bon, ça c'est un prérequis qui pour moi est catégorique. Mais c'est la raison pour laquelle je vois plus l'autogestion se développer dans l'enseignement, dans les hôpitaux, mais pas dans les entreprises. Vous voyez, je le vois mal dans les entreprises. Ça, je le dis pour des... Comment il s'appelle le gars des Jacob de Lafont et ce fameux là qui fait les cheminées. Qui a fait, ces gens qui étaient dévoués au progrès social. Ils étaient prêts à lâcher leur fric, alors ils pouvaient faire des expériences. On peut avoir encore une question. On doit terminer. Je veux dire une autre chose quand même. L'assimilation, autogestion, autodétermination me fait frémir. Deux questions. Oui. Mais avec réponse brève, parce qu'on doit terminer à 8 heures. J'ai une question un peu directe. Vous me pardonnerez. Êtes-vous marxiste ou trotskiste pour savoir si vous êtes un sujet manipulé? Si je vous disais que j'en sais rien, parce que je n'ai plus souvenir de Trotsky, et que par contre, je suis convaincu qu'il m'est resté quelque chose de mes lectures de Marx. Merci. Encore une question. Oui, c'était monsieur. Madame, pardon. Bonsoir. J'étais curieuse, qu'est-ce que c'est pour vous le rôle de l'autonomie en lien de l'illusion de liberté? Je ne sais pas si j'ai compris. Vous pouvez répéter, excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est pour vous le rôle de l'autonomie en lien avec l'illusion de liberté? L'illusion de liberté, c'est un concept. L'autonomie, c'est une valeur. Je ne sache pas qu'on puisse avoir actuellement une approche scientifique de l'autonomie. On peut avoir une approche scientifique de certains aspects de l'autonomie. Par exemple, dans quelle mesure, alors on approche de... Encore, on est plus vers l'autosuffisance que vers l'autonomie. Vous voyez, l'autosuffisance, oui, est un vrai concept. Et lui, on peut le travailler. On peut effectivement voir dans quelle mesure, lorsqu'un élève, par exemple, a le choix entre aller chercher son cahier ou demander une feuille à son voisin, il demande plutôt la feuille à son voisin. Ça, c'est pas de l'autonomie. C'est pas de l'autosuffisance. Bon, des choses comme ça. Maintenant, l'autonomie en tant que valeur, ça ne m'est pas foncièrement sympathique. Si vous voulez, non, je ne dis pas ça par tic. Hein. Je disais tout à l'heure que
les internes obéissaient plus dans le paradigme de Milgram que les externes. Mais on peut aller bien plus loin. Les gens qui réussissent, qui obéissent le plus, sont les gens bien. Les gens qui obéissent le moins sont les moins que rien. Bon, les gens bien, c'est les gens qui réalisent toutes les belles valeurs. Ils sont internes, ils sont autosuffisants, ils sont libéraux, ils mettent les objectifs individuels au-dessus des objectifs de groupe, etc. C'est ça les gens bien. Bon, je crois que mon collègue Bègue, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a montré que les gens bien sont les gens qui obéissent le plus. Et ça ne me surprend pas, parce que, figurez-vous, je l'avais prédit quand il m'a dit. Toute dernière question. Désolé pour les frustrations que je suis en train de provoquer. Oui, je ne comprends pas comment on peut éviter la manipulation dans notre société, parce que si je me souviens bien avoir lu dans un de vos ouvrages que certains messages de prévention ou certains messages pour induire un changement de comportement dans la population pour leur bien sont passés par le phénomène du pied de la porte, dans la porte par exemple. Oui, mais je n'ai pas parlé de manipulation, moi, aujourd'hui. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas une attitude de chef effarouché quand on prononce le mot manipulation. Pourquoi? Si un jour les gens participaient au pouvoir social de façon majoritaire, je commencerai à ne plus aimer la manipulation. Mais dans la mesure où la plupart des gens sont quand même des trimards, qu'ils soient étudiants, élèves ou chénards, qu'ils essaient d'un peu manipuler, moi je ne vois pas d'inconvénient. Bon, ça c'est pour se dire que je ne suis pas a priori hostile, je ne dis pas la manipulation c'est caca, c'est pas bon. Bon. Maintenant, par contre, je ne vois pas l'intérêt de manipuler si on peut s'en passer. Si on peut donner un ordre sans utiliser une déclaration de liberté. Ça, je trouve que c'est ridicule. Quand on peut donner un ordre, on donne un ordre. Bon. Et par contre, du point de vue de l'éthique, j'ai défendu avec mon ami Robert, Vincent, une idée qui finalement est acceptée par tout le monde. La règle numéro 1 de la morale, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Comme disait le grand rabbin Hillel, tout le reste est commentaire. Et moi, je n'aimerais pas qu'on me laisse crever alors qu'il y ait des méthodes pour m'empêcher de crever, sous prétexte que les méthodes ne plaisent pas aux fantasmes humanistes des intervenants. Ça, j'aimerais pas du tout. Donc, je m'exclus de ne pas mettre au service de la vente de savonnettes, je ne l'ai jamais fait. Hein. Mais pour des causes comme les accidents de travail, comme la prévention sida, je ne vois pas au nom de quelle morale je n'utiliserai pas un pied dans la porte, si ça peut amener les gens à utiliser des préservatifs, si ça peut aider les gens à prendre leurs médicaments régulièrement, etc. Merci beaucoup, merci d'être venu et merci beaucoup Jean-Léon. Voilà.